Hola, ¿qué tal? Hoy en este tutorial vamos a traducir al español unas cuantas frases relativas a las noticias más destacadas en América Latina y a continuación vamos a contestar a unas preguntas para sintetizar nuestro conocimiento de esas noticias de la actualidad latinoamericana. Adelante. He aquí las 5 frases. Vámonos a la pizarra. Alors, comme promis, voici le corrigé du sujet que j'ai proposé à mes étudiants de deuxième année. Alors, bien sûr, ça n'est pas un sujet qui s'inscrit dans la maquette ni Écricom ni BCE, d'accord? Mais c'est un exercice d'entraînement, c'est un exercice qui permet à mes étudiants, avec du thème grammatical, de revoir, de consolider la maîtrise de la langue. Et puis, dans la partie que j'ai ici, la partie avec des questions de civilisation, d'accord? J'avais demandé à ma classe de rédiger 4 phrases au maximum pour chacune des questions. Voilà, c'est en fait un exercice préparatoire à la rédaction de l'essai, hein, qui est la partie la plus importante du concours. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de corriger le thème grammatical, d'accord? Alors par thème grammatical, vous savez qu'on entend des phrases qui sont indépendantes les unes des autres, qui permettent de consolider tel ou tel point de grammaire. Là, ce sont des phrases que j'ai formulées moi-même, d'accord, et qui permettent aussi de proposer un rebrassage des connaissances civilisationnelles. Alors, ce que je vous propose aussi, comme je viens de vous le dire, c'est que chacun et chacune puisse travailler à son rythme, d'accord? Moi, je vais vous proposer l'intégralité du corrigé dans un seul et même tutoriel, mais bien sûr, vous pouvez travailler à votre rythme et puis ne vous consacrer dans un premier temps qu'à la partie de traduction et puis choisir de vous intéresser au corrigé de la partie civilisationnelle dans un deuxième temps. Voilà, vous pouvez faire comme vous voulez, mais surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, d'accord, et à me dire quels sont les points d'actualité que vous avez besoin de réviser et puis quels sont les points de grammaire pour la traduction que vous avez besoin aussi de réviser. Voilà, dites-moi ce que je peux vous réexpliquer, ce sera avec plaisir. Alors, on va commencer la partie de traduction, d'accord? Alors, j'ai 5 phrases de thème grammatical. La première, alors, s'agissant d'un exercice de traduction, bien sûr, je vais m'exprimer en français et je passerai à l'espagnol pour la partie de civilisation. Cette nouvelle dont nous venons d'avoir la confirmation est aussi surprenante que préoccupante et elle aura beaucoup de conséquences dans tous les pays latino-américains. Alors, d'emblée, je dois traduire ici le démonstratif, d'accord? Alors, cette nouvelle, esta noticia, démonstratif féminin singulier, d'accord, dont nous venons d'avoir la confirmation. J'ai ici mon pronom relatif dont, alors, qui n'est pas bien difficile à traduire. Regardez, j'ai un lien d'appartenance entre la confirmation et la nouvelle. C'est la confirmation de la nouvelle, donc je peux traduire par cuyo, cuya au féminin. Alors, esta noticia, cuya confirmación. Je le répète, ici on peut employer cuyo, cuya, parce qu'il y a un lien d'appartenance, c'est la confirmation de la nouvelle. D'accord? Le cas échéant, je peux traduire aussi par de la cual, de laquelle. D'accord? Esta noticia, de la cual, peut fonctionner aussi. D'accord? De la cual, cuya confirmación. Alors, nous venons de. On sait qu'on va faire la différence entre venir de la provenance géographique et puis venir de faire quelque chose. Ici, c'est la deuxième traduction qui nous intéresse. On vient de faire quelque chose. En l'occurrence, on vient d'apprendre une nouvelle et surtout sa confirmation. Esta noticia cuya confirmación, nous venons d'avoir acabamos de tener, est aussi surprenante. Alors, mon comparatif d'égalité, aussi que tanto como, tanto va devenir tan, puisqu'ici j'ai un adjectif. Donc, comparatif d'égalité, tanto como, tanto va s'apocoper et va devenir tan, parce que j'ai un adjectif. D'accord? Donc,
acabamos de tener es le verbe ser, c'est une caractéristique ici qui est stable, stable dans le temps. Es tan sorprendente. On ne confond pas, s'il vous plaît, sorprendente et sorprendida. C'est une faute que je vois beaucoup dans les copies. Sorprendida, surprise. Sorprendente, surprenant, surprenante. Es tan sorprendente como. Et là, regardez, j'ai placé mon comparatif d'égalité, tan como. Et je le répète, tanto est devenu tan parce que j'ai un adjectif. Alors, tan sorprendente como preocupante. Et elle aura beaucoup de conséquences. Y tendra, on se souvient du verbe tener au futur, il est irrégulier. Tendra, bien sûr, avec l'accent sur le A, y tendra. Alors, beaucoup de conséquences. Muchas consecuencias. On réexplique le quantitatif. Beaucoup se traduit par mucho. On va dire escribe mucho. Trabaja mucho. Mais vous accordez quand vous avez beaucoup de. Ici, en l'occurrence, je dois traduire beaucoup de conséquences, beaucoup de. Donc, mucho devient un adjectif qui va s'accorder en genre et en nombre. D'accord? Donc, beaucoup, mucho. Beaucoup de. Mucho, mucha, muchos, muchas. On accorde en genre et en nombre. Alors, muchas consecuencias. Dans tous les pays, en todos, on fait attention à ces accords. Ici, accord masculin pluriel. En todos los países. Attention à l'orthographe lexicale. Países, bien sûr, un accent sur le i. Latino-américanos en un seul mot, bien sûr, là aussi. Et c'est une faute que je trouve encore malheureusement beaucoup dans les copies. D'accord? Donc, esa noticia cuya confirmación acabamos de tener es, le verbe ser, c'est une caractéristique qui est stable. D'accord? Es tan sorprendente como preocupante y tendrá muchas consecuencias en todos los países latinoamericanos. Bien. Alors, en commentaire, vous me direz, d'accord, si vous avez quelques difficultés sur un point en particulier que je peux réexpliquer plus en détail dans une publication future. Alors, deuxième phrase. Lors de sa conférence de presse après l'attaque au Venezuela et la capture de Maduro, il a menacé le président colombien. Alors, bien sûr, je fais référence au président Trump, d'accord? Il a menacé le président colombien et ces menaces ont fait le tour du monde. Alors, lors de sa conférence de presse, je peux traduire par en. Je connais la valeur temporelle de la préposition en. Je peux dire aussi, et c'est ce que j'ai trouvé dans les copies, durante, aucun problème. Mais on peut se souvenir aussi de la valeur spatiale qu'on connaît bien de en. Vive en Barcelona, vive en Madrid. Mais on se souvient aussi de la valeur, d'accord, temporelle de en qui peut traduire, d'accord, lors de pendant. En su rueda de prensa. Alors, après l'attaque, después de, on n'oublie pas la préposition de, d'accord, después accentué, después de, d'accord. Alors, vous utilisez después quand vous voulez simplement dire ensuite. Después, volveré a casa. Mais si vous voulez dire en espagnol, après quelque chose, après les vacances, después de las vacaciones. Après les vacances, j'aurai concours blanc. Pardon de la référence. Después de las vacaciones. D'accord? Ici, après l'attaque, después de. Alors, l'attaque, c'est masculin en espagnol. Donc, después del ataque. Después del ataque au Venezuela, en Venezuela. Alors, pourquoi en? Parce que je n'ai pas de verbe de mouvement. D'accord? L'attaque au Venezuela, elle attaquait en Venezuela, aucun verbe de mouvement, puisqu'on sait que la préposition a, c'est une préposition qui va indiquer le déplacement dans l'espace. Donc, je continue. Alors, y la captura de Maduro. Alors, si vous avez besoin de réviser les faits, vous avez un tutoriel sur ma chaîne, d'accord? N'hésitez pas. Alors, il a menacé le président. Amenazó. On connaît le verbe amenazar, d'accord? On va le conjuguer, bien sûr,
au passé simple. Donc, c'est un verbe en être qui va faire une terminaison en O, amenazo. Ensuite, attention, là aussi, c'est une faute que je vois encore malheureusement beaucoup dans les copies. Complément de personne. Il a menacé qui? Le président colombien. D'accord? Alors, amenazo al presidente colombiano. Et là aussi, s'il vous plaît, attention, colombiano avec un O, d'accord? Alors, al presidente colombiano. Et ces menaces, là aussi, une faute que je vois beaucoup dans les copies, on ne confond pas, s'il vous plaît, c'est l'adjectif possessif et c'est, avec un C, l'adjectif démonstratif. D'accord? Donc, vous faites bien attention le jour du concours, vous lisez, d'accord, avec beaucoup d'attention le sujet, et ces menaces, y sus amenazas, ont fait le tour du monde, dieron la vuelta al mundo. Voilà, et j'apprends par cœur, d'accord, ici, l'expression dar la vuelta al mundo, faire le tour du monde. Voilà, donc, en su rueda de prensa, después del ataque en Venezuela y la captura de Maduro, amenazó al presidente colombiano y sus amenazas dieron la vuelta al mundo. Allez, on peut passer à la troisième phrase. Alors, nous nous demanderons quels sont tous les enjeux de cette attaque dont l'objectif est de contrôler les chefs de gouvernement, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Vous voyez, dans ces phrases de thème grammatical, j'ai essayé, d'accord, de regrouper les fautes que je vois le plus fréquemment dans les copies, les fautes que j'entends aussi souvent en colle, d'accord. Donc c'était aussi un peu l'objet de cet exercice de thème grammatical. Et je vous rappelle, d'accord, que au concours, vous aurez un extrait d'article de presse d'un seul tenant à traduire, d'accord, et que vous n'aurez pas, bien sûr, ce type d'exercice, c'est-à-dire cet exercice sous forme de phrases indépendantes les unes des autres. Cet exercice est un exercice de révision, d'accord. Alors, nous nous demanderons quels sont. Donc, on va bien sûr utiliser le verbe preguntar, puisqu'on se pose une question, d'accord. Là aussi, vous regarderez sur ma chaîne, dans l'onglet Shorts, d'accord, comme on dit en bon français, j'ai consacré un petit cours de moins de 3 minutes, hein, puisque c'est le format des shorts, où je vous réexplique la différence entre pedir et preguntar, d'accord. Donc ici, on pense à la pregunta, la question, hacer una pregunta, poser une question. Preguntar, c'est se demander, d'accord. Donc nous nous demanderons. Alors là aussi, ça peut me servir à la fin de l'introduction de mon essai, d'accord, quand j'ai annoncé ma problématique et que j'annonce mon plan. D'accord? Nos preguntaremos cuáles son los retos, nos preguntaremos en qué medida este fenómeno, etc., etc. Donc, c'est un verbe à retenir. D'accord? Alors, au futur. Donc, nos preguntaremos. Alors, je n'oublie pas, ici, le pronom réfléchi. Je ne veux pas traduire nous demanderons. Je veux traduire nous nous demanderons. Donc, en réalité, je suis en train ici d'utiliser le verbe preguntarse. Non pas preguntar, demander, mais preguntarse, se demander. Donc, ici, je conjugue à la première personne du pluriel, au futur. Attention à bien orthographier les terminaisons du futur. Le futur, c'est comme en français, d'accord? C'est l'infinitif complet, plus ensuite, d'accord, la terminaison. Et bien sûr, pas d'accent. Nos preguntaremos. Et puis, comme je viens de le dire, c'est le verbe preguntarse, c'est le verbe pronominal. Donc, nos preguntaremos. Alors, je suis ici dans une proposition interrogative indirecte. Je ne mets pas de point d'interrogation. Je ne pose pas directement la question à quelqu'un. La question, elle est détournée, elle est indirecte. Donc, je vais devoir accentuer mon interrogatif. D'accord? Alors, nos preguntaremos cuáles. Oups, pardon. Nos preguntaremos cuáles. Regardez, ici, accent orthographique, c'est une interrogative indirecte. Pas de point d'interrogation, en revanche, l'accent. Alors, quels sont cuáles son
tous les enjeux, todos los retos. Je fais bien attention à mes accords. Là aussi, ce sont des fautes que je vois encore dans les copies. Alors, de cette attaque, de este ataque, on se souvient du démonstratif masculin singulier este. D'accord? Alors, ici, on peut dire aussi esse. D'accord? Avec, nous dit Jean-Marc Bedel, une valeur de zoom. D'accord? Si je veux mettre en relief, d'accord, que c'est cette fameuse attaque du 3 janvier 2026 dont tout le monde a beaucoup parlé, je peux ici utiliser le démonstratif masculin singulier deuxième degré, d'accord? Este ataque, esse ataque, d'accord? Alors, dont l'objectif est de contrôler. C'est l'objectif de cette attaque. Je l'ai dit dans la première phrase, d'accord? Il y a un lien d'appartenance. Donc, je peux parfaitement traduire par cuyo. Donc, regardez. Donc, de este ataque, cuyo. Alors, masculin singulier, cuyo objetivo. Attention, pas de C, objetivo. D'accord, ici, objetivo. Attention au barbarisme. Cuyo objetivo, excusez-moi, cuyo objetivo. D'accord? S. On ne traduit pas, on le sait, d'accord? Ici, C2, S, je vais mettre directement l'infinitif, S controlar, S controlar. Alors, qui les chefs de gouvernement? Je reprends, on l'a vu précédemment, la préposition a devant le complément de personne, a los jefes de gobierno. Alors, qu'il soit de droite ou de gauche, d'accord? Alors, on va utiliser ici le verbe ser. Pourquoi? Parce que l'appartenance à telle ou telle sensibilité politique, c'est une caractéristique qui est stable dans le temps, d'accord? Donc, c'est le verbe ser. Alors, qu'il soit de gauche ou de droite, on va mettre un subjonctif. Alors, sean, subjonctif présent du verbe ser, sean de derecha o de izquierda. Allez, on relit la phrase ensemble. Nos preguntaremos cuáles son. D'accord? Donc, après, nos preguntaremos à la fin de votre introduction, pendant l'essai, s'il vous plaît, vous ne mettez pas après le verbe preguntar, c'est deux points d'interrogation, interrogatif indirect, et puis vous accentuez bien l'interrogatif. Nos preguntaremos cómo. Nos preguntaremos por qué, deux mots, accent sur le qué. Nos preguntaremos qué pasó, qué, avec un accent. Nos preguntaremos en qué medida, on met bien l'accent, d'accord? Alors, cuáles son, ici j'ai accordé cuál au masculin pluriel. Cuáles son todos los retos de este ataque, cuyo objetivo, c'est l'objectif de l'attaque, il y a un lien d'appartenance, donc je peux sans aucun problème mettre cuyo, d'accord? Que j'ai accordé au masculin singulier, d'accord? Puisque objetivo est un mot masculin singulier. Alors, dont l'objectif est de, cuyo objetivo es. Et surtout, on ne traduit pas le D, d'accord? Alors ça, c'est une formulation que vous maîtrisez plutôt bien, d'accord? Que j'entends avec plaisir en col, d'accord? Donc voilà, mais pensez-y s'il vous plaît le jour du concours. Cuyo objetivo es controlar. On fait attention à la préposition a devant le complément de personne. A los jefes de gobierno. J'ai trouvé dans les copies très bien a los mandatarios. Au pire, le cas échéant, on mettra a los presidentes, d'accord? A las presidentas si il s'agit de femmes, d'accord? Mais on ne se laisse pas impressionner, d'accord? Par tel ou tel mot de vocabulaire, on essaie toujours de reformuler, et je le dis souvent en cours, sachant que l'omission de traduction, elle est toujours fortement pénalisée. D'accord? Voilà. Donc, vous jouez sur la synonymie, vous proposez la traduction la plus approchante possible. D'accord? Alors, controlar a los jefes de gobierno, sean, qu'ils soient, verbe ser le subjonctif, sean de derecha o de izquierda. ¿Qué tal? Allez, on continue. Phrase numéro 4. Il y en a 5, on tient le bon bout. Alors, numéro 4, regardez. Alors, c'est au Chili. Attendez, hop, on va faire un petit peu de place, voilà. Alors, c'est au Chili que Cast sera le prochain président, et c'est en mai que les citoyens colombiens éliront leur prochain président,
Il y aura également des élections au Costa Rica et au Pérou. Alors là aussi, vous voyez, l'intérêt de cet exercice, c'est aussi, d'accord, de proposer à mes étudiants un rebrassage des points grammaticaux importants, mais aussi un rebrassage des connaissances de l'actualité récente, d'accord. Alors là aussi, sur ma chaîne, vous allez voir que vous avez toute une série de cours sur les élections en Amérique latine, le fameux ciclo electoral de 2025, qui se poursuit en 2026, d'accord. Alors dans cette phrase, je fais référence à la prochaine investiture de Kast au Chili, qui aura lieu au mois de mars, d'accord. Et puis je fais référence aussi aux élections en Colombie, aux élections au Pérou et aux élections au Costa Rica. Alors, l'élection présidentielle au Costa Rica, l'élection présidentielle et aussi parlementaire, législative a déjà eu lieu, d'accord. On en connaît le résultat, d'accord. Mais vous voyez, voilà, ça nous permet de garder à l'esprit que dans l'essai, je vais m'appuyer sur des exemples précis, d'accord, pour expliquer, entre autres, d'accord, l'essor de la droite conservatrice en Amérique latine, d'accord. Alors, là, on a un point de grammaire très classique en espagnol, la fameuse tournure emphatique, c'est-à-dire la traduction de c'est que. Alors, c'est au Chili que, alors là aussi, regardez, le que, ici, je vais le traduire en espagnol par donde. C'est où? C'est au Chili. Donc, es en Chile. Et surtout, l'erreur à éviter, c'est de traduire c'est au Chili que par que en espagnol. Non, certainement pas. C'est où au Chili? Donc, es en Chile donde. Ce n'est pas une interrogative, donc je n'ai aucune raison d'accentuer donde, d'accord. Donc je retiens ici que, s'agissant d'un lieu, je vais traduire c'est que par es donde, parce que c'est un lieu, d'accord. C'est où au Chili? Es en Chile donde. Alors, Kast, alors José Antonio Kast, que fue electo en diciembre en la elección presidencial en Chile. Alors, que Kast sera, es en Chile donde Kast sera, infinitif complet plus terminaison, c'est le futur, c'est là. El próximo, j'apporte toujours un soin minutieux à l'orthographe lexicale, d'accord, ce sont des mots courants, on sait que proximo porte un accent sur le O, el próximo presidente, donde Kast sera el próximo presidente. Alors, presidente, là aussi, s'agissant d'une fonction, on va dire prestigieuse, on peut l'écrire avec une majuscule, on peut l'écrire avec une minuscule, d'accord. On le voit souvent écrit dans la presse, presidente et jefe del gobierno, voilà, on voit souvent des majuscules, mais en réalité, s'agissant de noms communs, ça n'est pas une obligation. Alors, donde Kast sera el próximo presidente, et je retrouve, regardez ici, ma tournure emphatique, c'est en mais que, alors là, c'est une autre façon de traduire. Pourquoi? Ça n'est plus un lieu, mais c'est une date. Donc, c'est quand en mai. Donc, es en mayo. Et regardez, j'avais traduit tout à l'heure par donde. C'est au Chili que. C'est où au Chili? Donde. C'est en mai. C'est quand en mai. Es en mayo. Cuando. Regardez, ma tournure emphatique, elle est ici très bien traduite. Alors, es en mayo, cuando, d'accord. Alors, pensez-y, d'accord, la traduction de c'est que, yes en mayo, cuando los ciudadanos colombianos, je viens d'y faire référence, d'accord, hein, on a encore un calendrier électoral en Amérique latine qui est assez dense en cette année 2026. Alors, colombianos, on se souvient aussi, vous le savez, je le dis souvent en cours, d'accord, que les nationalités, los gentilicios, les gentilés, d'accord, ne prennent pas de majuscules pour les personnes en espagnol. Donc, on dira los españoles, E minuscule, alors qu'en français on dit les Espagnols et on met un E majuscule. Donc pas de majuscule pour les personnes. On va mettre une majuscule pour les continents, pour les villes, pour les rivières, pour les fleuves, pour les régions, pas pour les personnes. Alors,
cuando los ciudadanos colombianos, alors, éliront leur prochain président. Infinitif complet, c'est le futur. Ensuite, regardez, terminaison, elegirán, d'accord? Sauf que, ici, l'événement n'est pas attesté. J'ai cuando plus un futur en espagnol, d'accord? Donc, regardez, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais appliquer la règle et je vais mettre, pour traduire quand plus un futur, cuando plus un subjonctif. Cuando elijan, alors, elijan, c'est le verbe elegir au subjonctif présent. Alors, on a un affaiblissement, d'accord? Elegir, elijo, c'est un verbe en ir qui va faire une terminaison en a. On va croiser les terminaisons subjonctifs, d'accord? Et je réexplique la règle. Dans la proposition subordonnée de temps, j'ai quand plus un futur en français. Je vais mettre en espagnol, dans 9 cas sur 10, cuando plus subjonctif. L'événement n'est pas survenu. Il est attendu avec une forte probabilité, certes, puisque ici, en l'occurrence, on se réfère à un calendrier électoral qui est arrêté, qui est défini. En revanche, l'événement n'est pas survenu, il n'est pas attesté, il n'est pas vérifié. Donc, on va mettre cuando plus subjonctif. D'accord? Alors, cuando los ciudadanos colombianos elijan, alors, qui, on l'a vu tout à l'heure, complément de personne, a. Alors, elijan a su próximo. On reprend le terme de próximo, a su próximo presidente. D'accord? Il y aura également des élections au Costa Rica et au Pérou. Il y aura, on connaît le futur irrégulier de hay, habrá. Accent, c'est une forme irrégulière, d'accord? On connaît les formes principales de hay, hubo, había, habrá, d'accord? Alors, habrá, también. On met bien l'accent sur le E de también, ça aussi c'est une faute que je vois encore beaucoup dans les copies. Et on se souvient aussi que, d'accord, on peut préconiser, d'accord, ici, l'antéposition de también devant le verbe, d'accord? On peut dire avec profit en espagnol, habrá también, también habrá. Alors, también habrá. Elecciones, on se souvient que D ne se traduit pas en espagnol. Une élection, on a élection, des élections, elecciones. Donc, también habrá elecciones. Élection, accent sur le O, et elecciones au pluriel, plus d'accent. Alors, au Costa Rica et au Pérou, il n'y a aucun verbe de mouvement dans ma phrase. Donc, bien sûr, on va traduire par en. Donc, en Costa Rica, comme je le disais, en Costa Rica, l'élection au Costa Rica a déjà eu lieu. Elle a eu lieu le 1er février, d'accord? Elle s'est soldée par la victoire très confortable de Laura Fernández, d'accord? Donc, la candidate du parti Pueblo Soberano, d'accord, qui s'inscrit dans la continuité de la présidence de Rodrigo Chávez, d'accord? Et c'est donc la poursuite du rodriguismo, tel que la presse l'a défini à l'occasion de la campagne électorale, d'accord? Et je vais publier prochainement, d'accord, un tutoriel où je vais vous proposer de faire le point sur le cycle électoral de 2026 en Amérique latine avec 3 élections majeures, d'accord? Je vous réexpliquerai les enjeux de la présidence de Laura Fernández avec la bouquélisation qui a le vent en poupe, et je reviendrai sur le terme de bouquélisation, et où je vous expliquerai aussi, d'accord, dans quelle mesure l'élection présidentielle au Pérou et l'élection présidentielle en Colombie sont des élections majeures, d'accord, pour le continent latino-américain. Alors, en Costa Rica, et je finis, j'ai plus trop de place, y en Pérou. Pérou, accent sur le U, d'accord? Et on sait aussi que, on peut dire aussi en espagnol, el Pérou. Pas parce que je l'ai décidé, parce que Pérou, d'accord, admet, et ça c'est attesté par la Real Academia, admet l'article, on peut dire Pérou et on peut dire el Pérou. Voilà, on a fini notre 3e phrase, d'accord? Alors, regardez. Donc, on a vu notre tournure emphatique, la traduction de c'est que. On a vu 2 cas.
c'est au Chili que, c'est en mai que. Ici, j'ai une valeur spatiale, ici j'ai une valeur temporelle, donc c'est au Chili que, c'est où, donc j'ai traduit par es, donde. Ensuite, c'est en mai que, c'est quand, en mai, donc j'ai traduit es, cuando, d'accord. Et puis ensuite, on a vu que dans la proposition subordonnée de temps, quand plus futur, traduisez-le en espagnol par cuando plus subjonctif. Le verbe elegir, c'est un verbe qui est irrégulier, vous l'apprenez par cœur, d'accord. Elegir, elija au subjonctif, d'accord. Elijan, modification orthographique, on y pense aussi, d'accord, pour garder le son re. Et puis ensuite, on n'oublie pas la préposition a, d'accord, qui est la proposition qui est requise devant le complément de personne, d'accord. Bien. Alors, excusez-moi parce qu'on entend le parquet, d'accord, qui grince un petit peu, mais enfin bon, écoutez, c'est les aléas du direct, d'accord. Allez, on termine. On va traduire notre dernière phrase, d'accord. Alors, attendez, on va faire un petit peu de place. Voilà. Alors, pour que la Chine perde son influence croissante en Amérique latine, les ingérences américaines sont de plus en plus nombreuses, les leviers de chantage et d'intimidation sont nombreux et on parle souvent des transferts d'argent, des expulsions et des aides financières. D'accord. Alors dans cette phrase, je reprends un petit peu le lexique, d'accord, dont vous aurez certainement besoin pour un essai qui porte, d'accord, sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, d'accord. Alors, pour que la Chine perde son influence. Alors là aussi, on commence par, d'accord, le rappel de pour que, para que, le but. Là aussi, vous verrez dans la liste des shorts, des courtes publications, je réexplique la différence entre por et para, d'accord. Donc, en fait, vous avez un onglet vidéo sur ma chaîne YouTube, et puis n'hésitez pas à aller sur l'onglet shorts, d'accord, où là, je vous réexplique des points de grammaire, et là, on est sur des formats très courts, puisque c'est 3 minutes au maximum, hein, d'accord. Alors, pour que, on y va, para que, pour que est suivi du subjonctif comme en français, d'accord, pour que je vienne, pour que tu fasses, subjonctif en français, subjonctif en espagnol, para que. Alors la Chine, China, on se souvient, d'accord, que, je viens d'en parler, on n'utilise pas l'article devant les noms de pays. Je vous ai signalé que, d'accord, le Costa Rica, Costa Rica, le Pérou, Pérou, mais que Pérou admettait de façon tout à fait officielle et attestée l'article, d'accord. Mais voilà, on a quelques exceptions. Alors, para que China. Alors, perdre, le verbe perder. Attendez, excusez-moi. Voilà, oups. Voilà, la phrase n'est pas bien loin. On va essayer. Voilà. Alors, on prend le verbe perder. C'est un verbe à diphtongue. Alors, deux choses à prendre en considération. C'est un verbe en R, donc la terminaison subjonctive, ce sera A. Ensuite, c'est un verbe à diphtongue, et je me souviens que, d'accord, excusez-moi, je me souviens que la diphtongue, c'est une irrégularité qui est valable aux deux présents. Présent de l'indicatif, présent du subjonctif. Donc, bien sûr, ici, le verbe perder va faire, regardez, j'applique la diphtongue, et je mets pierda. Donc, c'est un verbe en L qui fait A au subjonctif. Et puis, ici, bien sûr, d'accord, j'applique la règle de la diphtongue. Et je le rappelle, la diphtongue, c'est les deux présents. Présent de l'indicatif, présent du subjonctif. Jamais, par conséquent, s'il vous plaît, deux diphtongues au temps du passé. D'accord. Voilà. C'est une faute aussi que je constate malheureusement trop souvent. Hop. D'accord, dans les copies. Attendez, on va mettre un petit coup de gomme ici. Voilà, oups, voilà. Si j'y arrive. Non, j'y arrive pas, c'est pas grave. Alors, para que China pierda. On va l'écrire ici. Alors, pierda. Su influencia croissante, creciente. On se souvient que le féminin des adjectifs, d'accord, si on a un O, on a un A. Bueno, buena. Si je n'ai pas de O, je n'ai pas de A. Creciente, creciente. Contundente, difícil, joven. Pas de O, pas de A. Su
influencia creciente en América, accent, d'accord, les mots en ICO, ICA, en partant de la fin, 3, 2, 1, accent, América Latina. Alors là aussi, d'accord, pour l'essai, on se souvient que, aussi bien pour le concours écrit-com que pour le concours de la BCE, d'accord, j'ai un nombre de mots requis pour l'essai. Donc, voilà, vous pouvez choisir d'écrire latino-américain, mais attention aux fautes. Là, c'est un seul mot, d'accord, 3, 2, 1, accent. Alors, latino-américain, les ingérences. On va respecter la ponctuation. Alors, les ingérences américaines sont de plus en plus nombreuses. Las injerencias. Là aussi, j'ai posté, d'accord, sur les réseaux sociaux, une petite fiche de révision où, d'accord, je vous propose une catégorisation de tous les types d'ingérences américaines, d'accord, en particulier en Amérique latine en 2025. D'accord? Donc n'hésitez pas à réviser. Alors, las injerencias américaines, estadounidenses, plutôt que americanas, d'accord? On va préciser, d'accord, les bons termes de géopolitique. Alors, sont de plus en plus nombreuses. Son, c'est une caractéristique qui est stable dans le temps. Et là aussi, d'accord, on se souvient que le verbe ser s'utilise avec les chiffres, avec les nombres, avec les quantités. Donc, elles sont nombreuses, c'est le verbe ser, d'accord? Alors, son, de plus en plus. Là aussi, on connaît la traduction de plus en plus. Regardez, cada vez más, pour traduire de plus en plus, cada vez más. Nombreuses. Alors, là aussi, on fait attention. On parle des injerencias féminin pluriel. Numerosas, pour traduire nombreuses. D'accord? Alors, les leviers de chantage et d'intimidation sont nombreux. Donc, las palancas, pour traduire les leviers. D'accord? Alors, des chantaje, avec un J en espagnol, las palancas de chantaje et intimidation. Intimidation est un mot qui commence par un I, donc ma conjonction de coordination Y, I habituelle, eh bien je la transforme en E, d'accord? Comme ça c'est plus facile à prononcer. Et intimidation, attention l'accent, d'accord, sur le O, on l'écrit correctement, d'accord, sont nombreux les leviers. Alors je le disais tout à l'heure, c'est le verbe ser. D'accord, c'est une quantité. Sauf que là, il y a un piège, on fait attention. Parce que les leviers, c'est masculin en français, féminin en espagnol. Alors, son numerosas, las palancas, d'accord? Donc, le genre peut varier d'une langue à l'autre et on y prête une attention particulière, d'accord? Et on parle souvent, d'accord? Alors, ce on, c'est un on qui a une valeur extrêmement générale. Donc, on ne traduit pas par la première personne du pluriel parce que on n'est pas inclus, d'accord, dans ce groupe qui est on, qui est un groupe, d'accord, dont Jean-Marc Bedel dirait que c'est un collectif indéterminé, d'accord. Donc on peut traduire avec profit ici par C plus une troisième personne. Ensuite on verra s'il nous faut une troisième personne du singulier ou une troisième personne du pluriel, d'accord. Alors I. Alors là aussi, ce que je vous propose, je l'avais dit tout à l'heure avec también, on parle souvent, on peut mettre souvent avant le verbe, d'accord? Alors, y a menudo, d'accord? Alors, se habla, on va laisser au singulier parce que j'ai une préposition ici, se habla. Alors, des transferts d'argent, ce sont les fameuses remesas, les expulsions, las deportaciones, et puis les aides financières, las ayudas financieras. Allez, je vais ouvrir une nouvelle page, on va continuer. Donc, y a menudo se habla de las remesas, las deportaciones. Alors, je peux traduire ici, bien sûr, je peux remettre ici la préposition de. Se habla de las remesas, de, mais on peut évidemment ici l'omettre. De las deportaciones y ayudas financieras. D'accord? Voilà. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, sur la traduction ici de
la fréquence, on parle souvent de. Alors, premier niveau de traduction, d'accord, comme on l'a fait ici, on va traduire par l'adverbe, d'accord. Ici, la locution adverbiale, elle est en deux mots, a menudo, qu'on peut antéposer, on peut mettre a menudo devant le verbe, mais ça n'est pas forcément obligatoire, d'accord. Mais on peut traduire par le verbe solaire, d'accord, pour dire qu'en réalité, on a l'habitude de. Pour traduire, on parle souvent de. On peut traduire ici en espagnol, d'accord. Et, alors je vais changer de couleur. Je vais garder la traduction du on, un on qui a une valeur générale, d'accord, c'est. Je vais prendre le verbe solaire qui est un verbe à diphtongue, d'accord. Hice suele, d'accord. Hablar. Et là, je traduis quoi? Je traduis le verbe solaire plus un infinitif. Et je traduis quoi? Avoir l'habitude de. Et on parle souvent des transferts d'argent et on a l'habitude de parler. Donc, je n'ai plus besoin, si j'utilise le verbe solaire, je n'ai pas besoin d'utiliser, d'accord, je n'ai pas besoin, pardon, de traduire l'adverbe souvent. D'accord? Pourquoi? Parce que solaire exprime, d'accord, l'habitude, la fréquence. Hice suele hablar de, et ensuite je poursuis et je termine ma traduction. Hice suele hablar de las remesas, de las deportaciones y de las ayudas financieras. Voilà. Alors, nous avons terminé, d'accord, la traduction des 5 phrases. Donc, dites-moi en commentaire ce dont vous avez besoin, quels sont les points de grammaire que vous avez besoin de réviser, d'accord. Alors, je poursuis, d'accord, le corrigé du devoir. Je vais passer à la partie de civilisation, d'accord. Mais, comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas, d'accord, à arrêter la vidéo, à retravailler un petit peu, d'accord, la traduction des 5 phrases, d'accord, et puis à reprendre plus tard la partie civilisation. Voilà, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, mais surtout, je le dis souvent à mes étudiants, d'accord, révisez un peu tous les jours, d'accord, pour préparer les concours. D'accord? Ne pensez pas que, voilà, en consacrant 3 heures par semaine le même jour à réviser l'espagnol, vous allez réussir. Non. Entretenez les connaissances, d'accord? Et travaillez un petit peu tous les jours. C'est la régularité qui va payer. Et bien sûr, je vous souhaite bonne chance. Pasemos ahora a las 5 preguntas relativas a las noticias más destacadas del año 2025 y de las primeras semanas de 2026. Adelante. Bueno, lo importante, como te lo decía, es sintetizar, ¿sí? No se trata de una clase, se trata de un repaso y si te interesa puedes pasarte a los tutoriales correspondientes para estudiar cuáles fueron los hechos de cada noticia. Bueno, entonces, primera pregunta, ¿qué hechos fueron decisivos en América Latina en 2025? Bueno, principalmente las elecciones. Es decir, que en 2025 hubo un ciclo electoral latinoamericano sumamente denso, hubo muchas elecciones, principalmente presidenciales y elecciones legislativas en Argentina, y entonces el primer hecho fue el ciclo electoral. A raíz del hecho del ciclo electoral, el segundo hecho que fue decisivo es en ese ciclo el auge de la derecha y el auge de la derecha conservadora en América Latina, conservadora y, vamos a decir, conservadora en la mayor parte de los países, y cuando hablamos de Argentina, decimos que ahí en Argentina se destaca sobre todo el aspecto libertario de la retórica del presidente Milei, que ganó holgadamente las elecciones legislativas en octubre. Entonces, ciclo electoral, auge de la derecha conservadora, hubo también el batacazo, la derrota completa, el batacazo del MAS, movimiento al socialismo en Bolivia, el batacazo de la izquierda, que llevaba 20 años en el poder en Bolivia, y la victoria de Rodrigo Paz y de su compañero de fórmula
en Mandara marcó un giro político decisivo en la historia política de Bolivia. Y el otro hecho que fue decisivo fue evidentemente, y vamos a evocarlo en las otras preguntas, fue la toma de posesión de Trump y las consecuencias económicas, políticas de la toma de posesión del presidente estadounidense en América Latina. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué retos tiene que enfrentar el Triángulo del Norte? Bueno, primero nos toca definir qué se entiende por el Triángulo del Norte. Sabemos que el Triángulo del Norte consta de 3 países: Guatemala que es fronterizo con México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y entonces vemos que los retos del Triángulo del Norte son el tema de la seguridad, y sabemos que el tema de la seguridad fue un tema muy presente en la campaña electoral de Asfura en Honduras, y sabemos que el tema de la seguridad es uno de los pilares retóricos del presidente salvadoreño Bukele. Y en cuanto a Guatemala, vemos como el mandato del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo está también marcado por el tema recurrente, absolutamente contundente de la seguridad y del narcotráfico. Bueno, vemos también que, además del tema de la seguridad, tenemos que hablar, refiriéndonos al Triángulo del Norte, del tema migratorio, de la migración, y también de la importancia de las remesas, del dinero enviado desde Estados Unidos principalmente, y la contundencia de las remesas en la vida de millones de habitantes del Triángulo del Norte, y de qué manera las remesas influyen en el PIB, en el PIB de esos países. Bien, bueno. Tercera pregunta. ¿En qué medida la llegada de Trump a la Casa Blanca fue un giro contundente y progresivo para Latinoamérica? Bueno, fue contundente porque desde el principio hubo un claro acercamiento con Bukele, por ejemplo, en el tema migratorio. Hubo también una clara amenaza con el tema de los aranceles, y vimos también cómo en realidad los aranceles eran los mismos tanto para los supuestos aliados de Trump, es decir, los países de derecha, como para los otros países, como por ejemplo México, cuya presidenta es de izquierda, Claudia Sheinbaum. Es decir, que fue un giro contundente porque desde el principio hubo una injerencia de Trump en los asuntos de los países, y recordemos que entonces el acercamiento, el estrechamiento de las relaciones de Bukele con Trump fue absolutamente significativo, porque el tema de la seguridad es uno de los grandes temas del Triángulo del Norte, y Bukele aceptó recibir en el CECOT, la megacárcel, a los deportados desde Estados Unidos, fuesen o no salvadoreños. Y después hubo un giro progresivo a la hora de ingerirse por parte de Estados Unidos en los procesos electorales, porque hubo la elección de Noboa en abril con un apoyo de Trump, pero un apoyo que cobraba la forma de un apoyo en las redes sociales, y hubo poco a poco durante todo el ciclo electoral una clara injerencia electoral, por ejemplo en octubre con Milei, con las elecciones legislativas de Argentina, porque Trump dijo a Milei que le proponía una ayuda financiera, un plan de rescate, si Milei ganaba las elecciones legislativas. Y pasó lo mismo.
a la hora de apoyar al candidato Asfura en la elección de Honduras, Trump prometió a Asfura también una ayuda financiera y también recordemos la injerencia de Trump en el terreno judicial a la hora de indultar a Orlando Hernández, expresidente hondureño. Bien, bueno, y entonces sigamos. ¿A qué remiten los años 2013, 2018, 2024 y 2026? Remiten a Venezuela. 2013, muerte de Chávez. Llegada de Maduro a la presidencia de Venezuela en 2013, con la continuación del régimen chavista. 2018, primera elección controvertida de Maduro. La comunidad internacional acusó a Maduro de elección fraudulenta. Él se autoproclamó presidente y pasó lo mismo en 2024. Otra elección presidencial controvertida en Venezuela. Maduro se autoproclamó presidente, se autoproclamó ganador, vencedor de la elección sin poder probarlo con las actas, y la comunidad internacional otra vez no reconoció a Maduro como presidente legítimo electo de Venezuela, sino que reconoció a González Urrutia. Y 2026, captura de Maduro y la condición de María Corina Machado, que quedó apartada de un eventual proceso democrático, de una eventual transición democrática, porque Delcy Rodríguez fue designada por Estados Unidos como presidenta encargada de Venezuela, y recordemos que Delcy Rodríguez era ni más ni menos que la ex vicepresidenta de Maduro, con lo cual en Venezuela sigue el chavismo, estando Maduro en Nueva York, donde comparecerá ante el juez el próximo 17 de marzo. Terminamos. ¿Y cuáles son las perspectivas políticas del continente en 2026? Bueno, continúa el ciclo electoral con elecciones muy importantes: elección presidencial en Colombia, elección presidencial en Perú, elección presidencial en Costa Rica. La elección presidencial en Costa Rica ya tuvo lugar y confirma el auge de la derecha conservadora con la victoria de Laura Fernández del partido Pueblo Soberano. Y lo que es importante es que si contemplamos las posibles perspectivas, vemos que las perspectivas políticas del continente van a ser en realidad la continuación de los resultados electorales de 2025, es decir, la confirmación, la consolidación del auge de la derecha conservadora, con, por ejemplo, la toma de posesión en marzo del presidente chileno Kast. Y vemos también que muchos analistas nos explican que 2026 será también, de cierta manera, un año de corte buquelista en 2026 en América Latina, porque muchos países ahora quieren construir una mega cárcel, como el CECOT en El Salvador, mega cárcel construida por Bukele, y por ejemplo, Laura Fernández, nueva presidenta de Costa Rica, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, quieren también construir una mega cárcel, y entonces vemos cómo la polarización se va a agudizar probablemente entre la izquierda y la derecha, y vemos también cómo el tema de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, es también uno de los grandes temas políticos del año. Y terminaré diciendo que se perfila también el año 2026 como un año más de confrontación económica muy dura entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, porque sabemos que América Latina es una región del mundo muy rica en recursos, y en particular las tierras raras, que son
el blanco de la codicia, tanto de Estados Unidos como de China. Y recordemos también que las campañas electorales actuales en Colombia y en Perú ilustran también cómo la doctrina DONRO se ilustra cada día con una injerencia política electoral cada vez más visible de Estados Unidos en América Latina. Bueno, ya hemos terminado. El tutorial es un poco largo, pero hemos resuelto todo el examen y entonces te propongo más tutoriales